Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition au pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge. Bonjour, je suis Thibaut. Je vais commencer ce nouvel épisode de Bon Plan par vous lire quelques lignes. Un jardin est une œuvre passagère, mais il en reste toujours quelque chose. Une trace, un plan, une évocation littéraire, des souvenirs. Son charme est tenace, et certains, disparus depuis des siècles, attisent toujours notre curiosité. Il y a pour moi une attraction particulière dans cette œuvre fragile, qui se transforme en territoire réel d'où l'on peut dire « Je suis là ». La personne qui écrit ces mots, c'est Olivier Pinali. C'est un artiste qui est installé à Paris depuis pas mal de temps et qui au début des années 2000 a fait quelque chose qui peut paraître banal aujourd'hui mais qui à l'époque était totalement révolutionnaire. Il a créé un jardin en fait sur une friche et c'est devenu vraiment ce qu'il appelle une aventure humaine et botanique. Ça a inspiré toute une génération de gens et l'agriculture urbaine parisienne lui doit beaucoup aujourd'hui. Donc je suis ravi d'aller en discuter et de l'interviewer ce matin, tout à l'est de Paris dans le 20e arrondissement, juste à côté en fait de l'ancien terrain vague de l'impasse Satan qui avait accueilli à l'époque le jardin solidaire. On y va. Oui, hello. Bonjour Olivier, c'est Thibaut à l'appareil. Je suis arrivé au numéro 33. Merci, à tout de suite. Bonjour, Thibaut, enchanté. Olivier. Merci de m'accueillir. Oui, je m'appelle Olivier Pinali, je vis rue des Vignoles dans mon atelier où je continue de travailler, je fais de la broderie maintenant et voilà, voilà comment je peux me présenter. Il y a quelques années, je me suis lancé dans l'aventure du jardin solidaire en 2000, de 2000 à 2005, pour une aventure qui a bouleversé ma vie pendant ces années-là. C'était en 2000, en juin 2000. En fait, j'avais rédigé un petit tract et je cherchais dans le quartier un terrain vague pour faire un jardin avec les enfants du quartier et tout. Le 21 juin, c'était le jour de la fête de la musique, je passais dans la rue et j'ai entendu au niveau de l'impasse Satan de la musique et tout. Je me suis approché, j'ai vu un bâtiment et puis derrière le bâtiment, il y avait une porte ouverte qui donnait sur un terrain vague, tout en friche, mais qui ressemblait à une grande poubelle à ciel ouvert à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai parcouru un peu le terrain et je me suis dit qu'il était génial, quoi. Il était en pente douce, entre deux rues, exposé au sud. On pouvait pas rêver mieux, quoi. Et donc je suis rentré dans le bâtiment d'où venait la musique et j'ai distribué mon tract à l'association sénégalaise qui était attenante au jardin, au terrain vague, on va dire, parce que c'était pas encore un jardin. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai envie de faire un jardin. Ils m'ont dit, il y a aucun problème. Le terrain vague, nous, il sert à entreposer des trucs. Mais comme je disais, 3000 m², il y avait de quoi faire, quoi. Et aujourd'hui, ça peut paraître un peu banal, mais à l'époque, en fait, il y en avait très peu. Il y avait peu de jardins partagés parce qu'il faut demander l'autorisation et tout, ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas demandé l'autorisation et ça a été une guerre de 3 ans d'intimidation, de découragement, de fermeture, voilà, ça a été une guerre d'usure, mais on l'a gagnée, celle-là. Et pourquoi, justement, ne pas avoir demandé d'autorisation ? Parce qu'on l'aurait pas eu. Tout simplement, on l'aurait pas eu. Sur ce terrain, ils voulaient construire un gymnase et ils nous auraient empêchés, puisque ils l'ont fait de toute façon, d'essayer de nous empêcher de nous envoyer la police, les chiens policiers, mais les mecs avec des mitraillettes et tout, des escouades comme ça qui déboulaient alors que tout le monde était en train de regarder un film sur l'écran, sur le mur. Ouais, ils ont tout essayé pour nous décourager, tout essayé. Ils ont écrasé les plantations, ils ont refermé 2 fois la palissade, il a fallu la rouvrir, c'était un peu chaud, quoi. Dans ma tête, ça a toujours été un projet botanique et humain. Les deux étant intimement liés, puisque tous les gamins du quartier venaient là, ils nous aidaient à arroser. C'était toujours je parle des moments d'été. Mais moi, j'ai toujours tenu à ce que ce soit un vrai jardin et pas une maison pour tous, quoi. C'est un jardin pour tous. Voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, c'est un jardin où tout le monde est le bienvenu, quelle que soit la population et pour quoi que ce soit à faire, que ce soit
pour planter, pique-niquer ou s'amuser, mais c'est les deux endroits où on plante, où on sème, où on récolte, où il y a vraiment une activité de jardinage, quoi. Donc voilà, les deux étaient très intimement liés, quoi, le social et l'esthétique. Et ça va bien ensemble? Oui, bien sûr que ça va ensemble, il n'y a aucun problème. Les gens venaient planter ce qu'ils voulaient, il y avait toujours des pots pour ceux qui n'amenaient pas de plantes, ils pouvaient planter à peu près où ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient dans le jardin, il y avait une grande liberté d'action, mais ça empêchait pas les gens d'être fascinés par le jardinage, par toutes les activités attenantes, quoi. Ce qui était vraiment cool au Jardin Solidaire, c'était la mixité sociale, quoi. C'est-à-dire, il y avait autant des gens qui venaient de tout Paris parce que le spot avait commencé à circuler, que des gens du quartier, que les mamas africaines, que tous les petits blacks du quartier, les petits rebeux, tout ça qui venaient, qui pratiquement dans le jardin. On faisait de vrais concerts avec du monde. Il y avait parfois, pour le cinéma, 300 personnes dans le jardin. Et ça se passait bien. Les mômes couraient partout. Non, il y avait une super ambiance, quoi. C'était vraiment très cool, quoi. C'est né d'une part du fait que, à force de travailler seul à l'atelier, j'avais envie d'une vie sociale, j'avais envie de me consacrer à quelque chose qui me porterait à la rencontre des gens, qui me ferait croiser un peu tous les gens de mon quartier, qui me ferait découvrir des gens que je ne connais pas. Et puis, je vivais à l'époque avec une femme qui était historienne de jardin. Et on en avait visité pas mal à travers toute la France, toutes sortes de jardins, même parfois juste des traces de jardins, des limites de jardins, et parfois de très beaux jardins avec des serres, des orangeries, enfin toutes sortes de jardins. Et voilà, l'un et l'autre, c'est-à-dire mon désir de rencontre et cette idée de jardin s'est croisé pour ce projet collectif, quoi. Il a fallu d'abord enlever tout le matériel hétéroclite qui était là. On a aménagé des petits endroits où on a gardé les buddléias et la faune autochtone, quoi, les rudérales et compagnie, quoi. Puis on a commencé à planter des espaces avec des fleurs, avec du maïs, des tournesols, du blé. On a eu ça, par contre, ça a bien marché. On a eu une subvention de la Fondation de France et du Fonds social européen. Donc on a pu acheter des arbres, une vingtaine d'arbres qui étaient déjà qui faisaient des sujets de 3 mètres, quoi. Donc on avait un peu d'ombre aussi, c'était cool. C'était pas, on faisait des boules, quoi. C'était vraiment un jardin avec des plantes, avec des allées, avec des pelouses pour pique-niquer, avec une scène pour faire des concerts, un écran de cinéma géant, une serre pour planter nos petits pots, quoi. Et puis une scène pour faire des concerts et du théâtre et tout un tas d'activités dans le jardin, quoi. Ça s'est improvisé, et puis il y a des gens qui savaient jardiner, donc ils m'ont appris. Il y en a d'autres qui, en prenant des cours de jardinage à la mairie de Paris, se sont mis à couper tous les buddléias au pied, donc il a fallu leur dire, mais pourquoi vous faites ça? C'est vraiment intéressant, cette histoire de buddléia. Il y a vraiment une conception de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. À travers l'exemple de cet arbre-là, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions politiques qui se posent. Oui, cette amie-là qui était au Jardin Solidaire, elle a fait un stage de quelques mois, de 3 mois, je crois, avec les jardiniers de la ville de Paris. Et quand elle est revenue au jardin, elle s'est mise à tailler tous les buddléias au pied, à arracher les mauvaises herbes. Donc il y a eu un léger différend entre nous. J'ai piqué une grosse colère. Bon, après on s'est réconciliés, mais là je dois avouer que ça m'a scotché quand elle m'a répondu que c'est comme ça qu'on faisait. On fait comme on veut. Voilà, c'est ça surtout la vérité. Il n'y a pas de on doit ceci, on doit cela. On doit rien du tout. On peut conserver les plantes autochtones. On peut faire des massifs de buddléias. Il y a aucun souci, au contraire, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. C'est foisonnant. C'est une très belle plante qui vient de loin, en plus. Je crois qu'elle vient du Tibet ou par là. Donc, je vois pas pourquoi on garderait pas les plantes qui se ressèment toutes seules. Et elle attire les papillons. Alors, on dit que ça les nourrit pas beaucoup, mais elle attire les papillons. On dit que c'est un arbre à papillons. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'appelle l'arbre aux papillons. Et moi, je trouve ça super. Donc, qui se reproduit toute seule, ou qui n'a pas besoin d'entretenir, qui n'a pas besoin de replanter, qui croît et se multiplie comme ça à tous les coins du jardin. Je trouve ça merveilleux. Voilà, il n'y a aucun travail à faire. On accompagne la nature. Ça me semble une façon de faire tout à fait légitime.
souvent les lieux de jardinage collectif, souvent c'est des jardins partagés où chacun a son espace. Ils sont même délimités par des frontières et les règles sont très strictes. Donc comment on organise un jardin où chacun fait ce qu'il veut, où chacun jardine comme il veut, où on est libre en fait? Comment on fait ça? Par la concertation, tout simplement. Quand quelqu'un vient et il demande est-ce que je peux planter, on lui dit oui, tu plantes où tu veux, et voilà, parce qu'il y avait des zones délimitées, mais il n'y avait pas de partie privative où chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin. Voilà, ça n'a jamais posé de problème. En fait, les gens d'eux-mêmes, ils plantent plutôt là où il y a déjà des choses, ou voilà, ils plantent pas au milieu des allées, quoi. Ça leur vient pas à l'esprit. Il y a une sorte de bon sens quand même. Donc je voyais pas la nécessité de faire des petits carrés privatifs où chacun aurait pu faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin. Il y avait aussi un potager. Il y avait tout ce qu'il fallait pour planter où on voulait. Je me pose une question sur Mamie Chat, qui est un personnage du livre. C'est une personne apparemment assez mystérieuse qui venait nourrir les chats tous les jours à 18h et avec qui vous n'êtes pas forcément beaucoup rentré en contact. Est-ce que vous l'avez déjà recroisée dans le quartier? Est-ce qu'elle nourrit toujours les chats? Non, je trouve ça merde. J'ai jamais revu Mamie Chat. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mamie Chat, elle venait dans le terrain vague avant nous, donc elle a continué à venir quand on y était, et voilà, on lui a construit une maison pour ses chats. Mais elle était pas, elle discutait pas beaucoup. Elle avait vraiment une obsession, c'était les chats. Donc voilà, on a permis qu'elle puisse continuer sans avoir de grandes relations avec elle. Elle était très obsessionnelle, Mamie Chat. Et donc elle a disparu avec le jardin? Oui, elle a disparu avec le jardin. Je ne l'ai jamais revue. Elle s'est peut-être expatriée elle aussi, et je suis sûr par contre que où qu'elle soit, elle continue à nourrir les chats parce que c'était vraiment une ambition de sa vie, quoi. Je suis pour qu'on occupe la terre là où on est. Et l'idée, c'était de l'occuper là, à Paris, et d'en faire un petit Zion. Mais voilà, non, moi, c'est vrai que j'ai passé pas mal de musique reggae au jardin. Ça convenait très bien, je trouve, au jardin solidaire. Donc c'est peut-être plutôt la philosophie du sound system qui est la musique pour tous. C'est plutôt la philosophie du sound system, c'est plutôt faire avec les moyens du bord, là où on est. Il y avait des gens qui répétaient, il y en a qui faisaient du karaté, il y en a qui faisaient... Enfin voilà, c'était une vie assez familiale en fait. You got to keep on walking on the road to Zion, man. Mais vous avez fini, après quelques années, par signer une convention qui, à la fois, vous autorisait à être là et à la fois signifiait que vous alliez devoir partir un jour, c'est ça? Ben voilà, le jour où on a signé cette convention, les deux étaient le compte à rebours. C'était vraiment... Et d'un autre côté, on avait enfin l'autorisation d'y être. Donc c'était une sorte d'oxymore vivant. 3 ans et demi de lutte contre la mairie pour enfin signer avec eux une convention... qui anticipait notre départ et nous donnait l'autorisation de rester là. Et là, à ce moment-là, il y a deux projets qui s'affrontent. Le projet de gymnase qui est porté par les autorités, qui est un projet d'utilité publique au vu des autorités, et le projet qui est né d'en bas, on va dire, de votre groupe qui veut garder un potager, un jardin social pour tous. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a deux politiques qui s'affrontent. Nous, avec une pétition qui a ramené plus de 3000 personnes, et eux avec un projet qui était dans les tiroirs depuis 30 ans et qui voulait un gymnase. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs gymnases dans le quartier, dont un à ciel ouvert à même pas 150 mètres. Et puis, il y a des gymnases dans tout le quartier. Je veux dire, on n'en manque pas. Par contre, si on regarde le plan de Paris, à part le Père-Lachaise, il n'y a pas de grand jardin dans le 20e arrondissement. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est plutôt la collégialité, c'est plutôt l'entrée libre. On vous a proposé de remplacer le jardin libre et immense tel qu'il était par soit une végétalisation du toit du futur gymnase, soit un petit espace accepté par la mairie. Mais ça, vous l'avez refusé. Pourquoi ? Parce que voilà, ça n'avait plus rien à voir. C'était encadré, encarté, tout petit, entouré de grilles. Ça n'avait plus rien à voir avec... Dans le jardin partagé, on pouvait se perdre, on pouvait ne pas se retrouver tout de suite, on pouvait mettre 10 minutes à se retrouver, quoi. Il y avait une végétation dense. Là, c'est une petite pelouse avec 3 carrés de tomates. Enfin, ça n'a plus, pour moi, aucun intérêt du point de vue social et esthétique, quoi. C'est complètement... c'est juste un petit potager, quoi. Et c'est un peu tristounet.
fait, je trouve. Est-ce que vous avez l'impression que le projet qui a été inventé là, depuis, il a fait des petits, il a inspiré d'autres gens à Paris? Alors, 3 ans, le terme même de jardin solidaire s'est propagé. J'ai vu des affiches où on parle de jardin solidaire comme on parle de jardin partagé. Et le fait qu'il y en ait maintenant 80 à Paris alors qu'il y en avait 3-4 il y a 10 ans prouve que c'est quelque chose qui a vraiment pris dans la vie parisienne. Il faudrait pouvoir occuper tous les terrains vagues, toutes les dents creuses de Paris. Il faudrait cesser d'enclore. Il y a encore dans le quartier plein de terrains vagues qui pourraient faire des jardins éphémères, des lieux de vie, des lieux de rencontre, plutôt que de traîner dans la rue ou dans les entrées de parking. Moi, je vois tous les jeunes du quartier, ils sont dans les sous-pentes de parking, dans les entrées d'immeubles. Ils sont, ils se retrouvent le soir comme ça, entre filles ou entre garçons. Mais il y a pas d'endroit pour eux. C'est quand même invraisemblable, quoi, que ça soit toujours pas dans les mœurs, quoi. Est-ce qu'on peut aller voir du côté de l'impasse Satan, comment c'est devenu On va pas simplement aller à l'impasse Satan, on va aller voir tous les arbres du jardin solidaire qui ont été transplantés un peu plus loin et qui continuent de vivre leur vie. Parfait, allons-y. Alors là, on va aller dans un petit jardin partagé qui nous avait proposé et voilà, et où toutes les plantes du jardin solidaire qu'on a pu déterrer ont été replantées. Donc on va voir un peu la végétation qu'il y avait au jardin. Voilà, alors là, on est au jardin Casque d'Or, qui est un jardin assez bizarre puisque c'est un jardin où il y a dans un angle une guérite de gardien et c'est un panoptique circulaire. Donc le gardien peut surveiller tout le jardin d'un coup d'œil. Voilà, c'est une vision du jardin. Faut croire que c'est important de pouvoir surveiller les occupants du jardin. Alors là, voilà. Là, on va rentrer dans le jardin partagé qui est juste attenant au jardin Casque d'Or. Ça s'appelle les haies partagées. Le jardin a disparu, mais les arbres sont toujours là. Voilà. C'est ceux-là. Hein. Ouais. Tout cela, là, les catalpas, le platane, tout ça, ils viennent du jardin solidaire. Et ils ont maintenant une taille extraordinaire. Hein. Ils ont pris 5 mètres tous. Plutôt sympathique ce petit jardin. Mais moi, on me l'a proposé, mais après le jardin solidaire, j'avais plus le spirit pour être dans un petit espace comme ça. Et puis j'étais un peu découragé en fait. À vrai dire, j'ai pas très bien supporté la fin du jardin. Et puis alors, je vous dis pas quand la grille s'est fermée pour la dernière fois et que les enfants sont retournés dans la rue, la mine qu'ils faisaient quoi. Ils étaient désespérés, vraiment désespérés quoi. Ils ont pas compris. Je pense que ils ont pas compris pourquoi on leur fermait ce jardin. Moi d'ailleurs. Pas très bien non plus, mais eux, ça a été un crève-cœur, vraiment. J'imagine parce qu'en fait, vous aviez investi une grande partie de votre temps personnel et un peu de votre argent personnel aussi dans ce projet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Du temps, surtout, c'est incalculable, en fait. C'est des centaines de milliers d'heures, quoi. C'est pas des choses qu'on peut récupérer, ça. C'est des choses qui s'en vont pour toujours. Bon, on va aller maintenant voir l'impasse Satan, ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, il fait beau, on aura peut-être la chance de voir quelques jardiniers. Et là, on arrive impasse Satan. Il y a des petits bacs potagers en bois. Ouais, et puis quelques arbres aussi. Et là, on arrive donc à ce qui était l'entrée du jardin solidaire et qui est maintenant un truc qui s'appelle le jardin des délices et qui fait 20 mètres sur 20, quoi. Avec une petite cabane, un petit dénivelé, il y a des pots, des bacs. Ouais, j'imagine que pour les riverains, c'est plus sympa d'avoir ça que rien, mais c'est quand même un peu triste, je trouve. Ça manque de végétation, ça manque de vie en fait, tout simplement. Hein. Ça manque de vie, ça fait un peu mort. Là, on est devant une grille fermée, il y a personne. Ouais, voilà, il y a un gros cadenas et il y a personne à l'intérieur, donc. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir
pour pouvoir venir jardiner là, je sais pas, les clés déjà. Et puis alors sûrement une autorisation de je sais pas trop qui, voilà. Je sais pas s'il faut y voir un symbole, mais moi je reconnais au fond là le buddleia, l'arbre à papillon dont on parlait. Oui, mais ça, le buddleia, on le reconnaît partout, il est partout. Il est partout. Lui, il est toujours là. Ouais, voilà, lui, on peut dire qu'il est toujours là. Mais oui, il n'y a pas grand-chose comme végétation. Hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il ne doit pas être très animé, ce jardin. Tiens, là, il y a un chat, justement. Hop, il fait un super bond. Lui, il occupe le jardin. Lui, il doit être content. Hein. C'est un héritier de Mamicha. De Mamicha, voilà. Je demande toujours aux gens que j'interviewe une technique, une méthode, des conseils. Et justement, on parle de la différence entre un jardin où il y a de la vie et un jardin où il n'y a pas de vie. Comment on crée à partir de n'importe quoi, une friche, un endroit, un espace, un jardin où il y a de la vie? Comment ça naît? Il faut l'investir. Il faut l'investir de toutes les manières possibles, c'est-à-dire l'investir, y aller, et l'investir d'ambition, de vie, de rencontres. Déjà, mettre une grille et un cadenas, c'est pas une bonne idée, quoi. Un jardin, il faut qu'il soit occupé. Il faut qu'il y ait tout le temps des gens, que ça vive, quoi. Donc laisser la porte ouverte, je vois pas en quoi ça les gênerait, mais bon. Donc l'étape 1, c'est de laisser la porte ouverte. C'est quoi l'étape 2 alors? L'étape 2, c'est d'inviter les gens à prendre un pot et de leur dire qu'ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et l'étape 3, c'est de s'y mettre, hein, voilà, c'est de s'y mettre. Parce que c'est par l'exemple aussi qu'on fait les choses. Moi, au début, les gens étaient plutôt sceptiques sur mon projet. Mais c'est à force de me voir y travailler et à force de voir changer petit à petit les choses que ça les a convaincus, quoi. Ouais, c'est par l'exemple. Ouais, il faut montrer les choses, Merci Olivier de m'avoir fait découvrir cet endroit. Donc je l'ai plus découvert à travers votre livre qu'à travers cette marche, mais c'était un bon moment. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, à bientôt. Binge Audio. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans 2 semaines.